Bonjour à tous. Je suis Marie, j'ai 27 ans. Avant d'être ergonome, j'ai eu un autre métier. J'étais infirmière. Et donc, comme vous le voyez là, j'ai fait mon alternance chez Michelin. Et là, je vais, pour la présentation, vous retracer finalement mes difficultés, surtout, mes questionnements, mes doutes, ce qui m'a permis d'en sortir dans ma formation et aussi aujourd'hui. Donc, je vais commencer par la première partie. Chercher la lumière dans le brouillard, c'était ma première année. Donc Michelin, des fois qu'il y aurait qui ne savaient pas, on fait des pneus. À Vannes, donc là où j'ai fait mon alternance, on fait les renforts métalliques des pneus. Ça, par contre, c'est moins connu. Il y a du métal dans les pneus. Et j'ai commencé la première année en 2020, donc année Covid. Le début des cours était en octobre 2020. Je suis arrivée, je n'avais pas d'entreprise. J'ai commencé chez Michelin en décembre 2020, donc j'ai fait 2 mois de cours sans entreprise. On a eu la chance d'avoir 2 semaines de cours en présentiel en octobre. Et après, moins de chance, c'est-à-dire que la prochaine fois qu'on s'est vu en présentiel, c'était en juin. Donc ça a été une longue traversée du désert. Je suis arrivée chez Michelin, du coup, je vous disais, moi, je ne connaissais rien du tout à l'industrie. J'avais en partie une chance, c'est que chez Michelin, l'ergonomie, c'est un petit peu connu quand même. Ils ont commencé à travailler sur l'ergonomie dans les années 90. Donc, il y a une culture qui est présente chez Michelin. Pour autant, sur le site de Vannes, il n'y avait plus d'ergonomes depuis 2017. Et encore, je suis large. Depuis 2015, à peu près, il n'y avait plus d'ergonomes dédiés au site. Et donc là, ça a été, quand je suis arrivée, quand même un choc des cultures. Parce qu'on avait à l'école Christophe qui nous disait l'ergonomie, c'est pas que la biomécanique, il faut regarder autre chose, qui nous disait plein de trucs que je comprenais rien. Et en entreprise, on me disait, bah voilà, on a un super outil qui s'appelle l'Evan, une grille de cotation avec des risques qui prennent en compte 15 critères différents, qui vont effectivement des postures, des gestes et efforts musculaires, etc., jusqu'à l'environnement de travail, la lumière, le bruit, le temps de formation qu'il y a au poste, etc. Donc vous voyez, ils prennent plein de choses autres que bioméca dans leur outil. Le seul truc, par contre, c'est que sur les 15 critères qu'ils mettent, en fait, il y en a 2 qui sont vraiment importants, qui sont la posture et les gestes et efforts musculaires. Donc, tous ceux qui ne sont pas les ergonomes, eux, c'est ces 2 critères-là qu'ils voient. Et donc, forcément, il y a une culture, quand on arrive, des gens qui nous regardent et qui nous disent alors, bonjour, t'es qui ? Moi, je suis Marie, je suis alternante ergonome. Du coup, tu viens regarder comment on se tient ? Non, je ne suis pas kiné. Et la première difficulté que j'ai eue en fait en arrivant, c'était, vous voyez pas tout à fait ma présentation, bref, c'était d'avoir ce speech en fait, de dire c'est quoi l'ergonomie, c'est-à-dire déconstruire leurs idées, déconstruire le fait que je suis là pour ou regarder comment ils se tiennent ou adapter une nouvelle chaise de bureau. En même temps, qu'est-ce que je leur dis ? Parce que je suis au début de la formation. L'ergonomie, je ne sais pas encore trop ce que c'est. Je commence à comprendre ce que c'est pas, mais ce que c'est un peu difficile à expliquer. Et donc, qu'est-ce que je leur raconte, quoi ? Et là, fort heureusement, on avait quand même pu en discuter avec les collègues de promo quand on s'était vus. Dire, toi, t'as dit quoi pour te faire embaucher ? Comment vous dites aux gens ce qu'on fait, et je crois qu'on travaille tous tout au long de notre carrière ce petit speech de c'est quoi notre métier, parce que c'est quand même pas hyper connu.
je suis passée de non, effectivement, je ne vais pas adapter votre bureau. Aujourd'hui, une touche d'humour en leur disant bah, écoutez, mon travail, c'est de vous regarder travailler. Ça va, ça les fait rire. Après, ils me disent vraiment, c'est ça que tu fais? Et puis, il y avait un enjeu quand même dans ce speech, et qui est toujours le cas d'ailleurs, mais qui était très présent au début de ma première année. C'était c'est bien d'avoir ce petit speech, de réussir à dire ce que c'est pas. Et surtout, il ne faut pas dire, quand on dit ce que c'est, il ne faut pas dire de bêtises. Parce qu'on vient d'arriver, on a quand même un enjeu de crédibilité qui est là. Si on se plante et qu'on leur dit moi je fais de la conception, et puis qu'après on n'y connaît rien, c'est compliqué quoi. Donc il faut faire attention quand même à ce qu'on dit. Et le problème c'est que quand on ne sait pas encore où on met les pieds, c'est pas évident. Mais les collègues de promo ont quand même été une ressource là-dedans. J'ai eu, quand je suis arrivée, du coup, en décembre à peu près, le temps d'appropriation de l'entreprise. Je me suis promenée partout, je me suis perdue partout. C'est comme ça que j'ai appris comment ça marchait. Et puis en janvier, il y a mon responsable qui m'a dit, voilà, en gros, moi je t'ai embauché pour que tu ailles sur l'atelier qui s'appelle ERIX. On a des problématiques. Je veux que tu ailles travailler là-bas et je veux que tu ailles pour essayer de nous montrer les irritants et qu'on arrive à améliorer les choses qui irritent les opérateurs. Quand même très très vague. J'ai été commencer mon analyse de la demande, en tout cas ce que j'imaginais être l'analyse de la demande. Et puis en discutant avec les opérateurs, je vois effectivement qu'il y a des problématiques dans l'atelier. En discutant avec différents acteurs, c'est-à-dire à nouveau avec mon responsable que j'ai re-questionné, encore re-questionné, avec les futurs managers, etc. J'ai découvert qu'il y avait un projet, c'était qu'en février, tous les managers allaient changer. C'est-à-dire qu'il y avait un jeu de chaises musicales dans les 3 ateliers de l'usine et ils allaient tous échanger de place. Et du coup, en fait, quand j'ai questionné comment ça allait marcher, alors déjà, je me suis dit, aller faire un terrain alors que dans un mois, tous les managers changent, ça me paraît un petit peu tendu. Et en fait, finalement, ce que mon responsable attendait de moi, en questionnant, je me suis dit, c'est pas de moi qu'il l'attend. Et je pense que les changements qu'ils veulent voir dans l'atelier, ils vont se faire, mais ils vont se faire avec les changements des managers. Et je lui ai dit, écoute, je pense qu'il est bon qu'on laisse les managers s'installer, prendre leur marque, mettre en place ce qu'ils veulent mettre en place. Et si jamais ça ne résout pas les problèmes, eh ben, j'aurai le temps d'y travailler en M2. Donc j'ai refusé la demande. Ça a été le premier point. Après ça, il fallait quand même un terrain pour mon M1. Donc il fallait trouver un autre terrain d'intervention. Et j'ai eu la maintenance hors process. Donc on avait la maintenance de l'usine, qui était un service en soi, qui était divisé en maintenance de production et en maintenance hors process. Et j'avais eu un opérateur qui était venu me voir et qui m'a dit « Je commence à avoir hyper mal au coude. Franchement, est-ce que tu peux pas me mettre un exosquelette ?» Je commençais à avoir eu quelques échos à l'école. Je me suis dit « Je suis pas sûr que ça fasse un bon terrain, mais bon, je veux bien essayer de regarder ce que tu fais. » Et puis, en discutant du coup avec les managers de cette équipe, ils m'avaient dit qu'ils avaient quelqu'un qui revenait à un des postes après un arrêt lié à une maladie professionnelle. Et là, j'ai quand même fait plusieurs erreurs. C'est-à-dire, il me faut un terrain, j'ai 2 demandes sur ce secteur, ça me paraît bien. Il y a un manager, du coup, probablement, c'est une équipe. Puis, comme c'est une équipe, ils doivent à peu près tous faire le même boulot. Et puis, du coup, ils ont tous le même métier. C'était pas vrai. Je vais vous la montrer après, dans ma demande, voulu répondre aux 2 demandes que j'ai eues. C'est-à-dire, j'ai pas choisi, j'ai pas ciblé, j'ai pas rétréci le périmètre. Je me suis dit, je vais faire les 2. Parce que quand même, il faut remplir un mémoire de 30 pages aussi. Il faut tenir toute l'année sur cette intervention-là. Un seul, ça paraît pas beaucoup quand même.
Ça aussi, c'était pas une excellente idée. Et puis, la maintenance en toute première intervention de carrière, je ne suis pas sûre que c'était non plus une excellente idée. C'est-à-dire, en lisant un petit peu dans les différents, dans la littérature qu'on a dans le métier, la maintenance, c'est quand même un secteur qui peut être assez complexe à aborder, qui est complexe aussi quand on arrive dans un milieu qu'on ne connaît pas. Je pense que j'aurais pu choisir plus facile pour ma première intervention. La demande, c'était celle-ci. C'est comme ça que je l'ai reformulée, en tout cas. J'avais mon responsable qui m'avait demandé d'établir un état des lieux, parce qu'en fait, lui, il avait peu de connaissances sur l'activité de la maintenance. Donc, d'établir cet état des lieux au niveau santé, difficultés, etc. des opérateurs, dans le but de réduire les ATMP. Et puis, du coup, j'ai remis, voilà, traiter la problématique des agents, notamment pour le chaudronnier qui voulait un exosquelette, et puis pour un poste qui s'appelait les tubiers laveurs lignes, où il y avait le retour de cet agent après un arrêt de travail. La reformulation, si vous la lisez, elle est quand même très floue. Elle part dans beaucoup de directions. C'était une première formulation, ma foi. J'ai découvert que du coup, l'équipe avec un manager a été divisée quand même en 5 sous-équipes, avec des activités qui sont très variées. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas rétréci le périmètre, donc j'ai été voir tout le monde pour à peu près comprendre. J'ai eu plusieurs difficultés. Je me suis dit, mais comment je fais pour tout voir ? Comment je fais pour voir des choses qui sont représentatives ? Parce que la maintenance, c'est tout le problème, c'est qu'un jour, ils font quelque chose, le lendemain, ils font autre chose, et puis ce qu'ils ont fait, ils ne le referont pas avant 3 mois, 1 an, peut-être 3 ans. Donc, comment je fais pour avoir en visibilité une activité qui est très variée ? Comment je vois des choses qui sont représentatives ? Finalement, qu'est-ce que je suis en train de chercher ? C'est-à-dire que j'y suis allée avec plein de bonnes intentions, surtout un papier, un crayon, mes yeux. Bon, j'avais mon téléphone dans la poche si je voulais prendre des photos, des vidéos. J'aurais dû, c'était prévu, présenter l'intervention et pourquoi je venais voir les gens sur une réunion. Il se trouve que du coup, c'était au manager d'annoncer aux gens qu'ils avaient une réunion le matin et que le manager a eu le Covid. Donc, j'ai pas eu de réunion. Et que j'y suis allée, je me suis dit, je vais faire mes journées d'observation, mais je vais dire bonjour à chacun et à chaque fois, je vais leur expliquer pourquoi je suis là. Ça s'est bien passé, hein. Je n'ai pas eu de problème sur le contact avec les opérateurs ou quoi. Mais finalement, parfois, du coup, ils me regardaient écrire et ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais ? J'écris ce que tu fais, mais j'écris tout ce que tu fais, quoi. Une chose qui les déstressait beaucoup, c'est que je leur donnais mes notes à un moment. Je disais, vas-y, tu peux les lire si tu veux, il n'y a rien de secret. Juste, j'écris ce que tu fais, quoi. Et il me disait, mais pourquoi t'écris tout ça ? Autant vous dire qu'en première année, je ne savais pas trop pourquoi j'écrivais tout ça. Je me suis dit, à un moment, ça va bien être utile quelque part. Je vais sûrement m'en resservir. Je m'en suis resservi, hein, vous inquiétez pas, mais c'est vrai qu'au final, comme je ne savais pas vraiment ce que je venais observer, je n'avais pas posé mes hypothèses réellement. C'était compliqué d'expliquer, moi je viens voir ça, quoi. J'avais une autre difficulté également, c'était d'accéder aux documents. J'arrivais dans l'entreprise, on a des dossiers dans nos ordinateurs qui sont protégés, qui sont séparés, et moi j'avais pas, quand on débarque, en fait on a accès à les 2 dossiers. Il se trouve qu'il n'y a pas tant de documents dessus, surtout pas les documents qu'on cherche, nous en tant qu'ergonome, puisque du coup on n'a pas accès, moi par exemple j'avais pas accès au dossier de la maintenance, j'avais pas accès au dossier des organisateurs industriels, qui est un métier qui va recenser toutes les tâches des opérateurs et puis calculer le temps qu'ils passent dessus pour être sûr qu'ils sont rentables à travailler. Et du coup, il fallait quand même aller trouver les gens.
déjà, il fallait savoir qui avait l'information, ce qui n'est pas évident dans une entreprise comme Michelin. Ensuite, il fallait oser aller les voir et leur dire j'ai besoin de tel document. Encore une fois, ils disaient pourquoi tu as besoin de tel document? Je pense que je vais trouver telle information dedans, mais c'est pas sûr. Donc, encore une fois, la question de la crédibilité est présente à chaque fois qu'on va vers quelqu'un. De comprendre les documents, parce qu'on dit ok, tiens, voilà le document. Finalement, moi je débutais dans Excel, etc. Donc pour apprendre à lire les documents, c'était compliqué aussi. C'est-à-dire que j'avais déjà eu du mal à les trouver, les solliciter, en quelque sorte les déranger pour avoir une information. Et après, il fallait que j'aille les voir en leur disant « Je comprends rien au document, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît, parce que j'ai besoin de toi pour m'expliquer l'information, pour savoir comment je la trouve dans tes 45 colonnes. » Ça, pour moi, ça a été assez difficile. Et puis, une fois que j'ai toutes ces données-là, comme j'ai toujours pas posé les hypothèses, et qu'est-ce que j'en fais de toutes ces données, quoi? C'est-à-dire, j'ai gratté 10 feuilles sur chaque activité, j'ai 3 documents qui m'expliquent ce qu'ils font, quel temps ils y passent sur 6 mois, etc. Mais qu'est-ce que j'en fais? J'étais assez seule avec mes questions, puisque en fait, on n'avait pas d'ergonome sur le site de Vannes. Le central, en fait, le site de Vannes m'avait embauché, moi, sans informer le central, ce qui est assez peu courant chez Michelin. Mais du coup, le central n'était pas au courant que j'étais là et que je n'étais pas accompagnée par un ergonome de chez eux. J'arrivais pas à me saisir des séances de tutorat. On était en distance. J'avais Christophe en tuteur qui me posait beaucoup plus de questions qu'il m'apportait de réponses. Désolée Christophe, mais en M1, je ne comprenais pas ce qu'il me racontait. C'était quand même nettement plus clair en M2, mais voilà. C'est pas faux. Et enfin, vraiment, hein, j'arrivais aux séances de tutorat. Christophe, il nous faisait un petit moralomètre. Bonjour, moralomètre à 2. Voilà. C'était compliqué. Étienne était là hier, mais il vous l'aurait dit, il était avec moi en tutorat. Ça a été dur. J'avais du coup pas toutes ces discussions informelles qu'on peut avoir avec les collègues de promo, puisqu'on ne se voyait pas. Quand on se voyait sur les semaines de Teams, du coup, de cours, on passait déjà 6 heures de cours sur l'ordinateur à essayer de suivre plus ou moins les cours. Derrière, on avait toujours les travaux de groupe. Ça veut dire qu'il faut repasser, après les 6 heures sur écran, 2 heures encore au téléphone avec les collègues pour essayer de comprendre le travail de groupe, qui n'est pas évident. Autant vous dire qu'on faisait rarement encore 1 heure au téléphone pour se dire qu'on galérait tous, quoi. C'est-à-dire vraiment, a posteriori, je le sais, on a tous eu des grosses difficultés pendant cette année-là. Je pense que le M1 est de toute façon difficile même en présentiel, mais en distanciel, c'est compliqué. Et en plus, je ne vais pas appeler les gens pour leur dire « j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, on se connaît à peine, on s'est vu 2 semaines ». Donc j'étais extrêmement seule. Et ça a été assez long. Et puis, finalement, j'ai vu un bout de lumière le jour où, en mai, un projet qui a lieu sur le site amène 2 ergonomes du central sur le site. Et au cours des discussions informelles durant le projet, c'est-à-dire durant les pauses, les repas, etc., on discute, ils me disent « t'en es où ?» J'en suis à creuser encore, surtout. Et je pense que peut-être je vais arrêter. Et là, les ergonomes me voient quand même en grande détresse. Et j'ai la chance d'avoir l'ergonome, du coup, c'était quand même pas n'importe qui, j'avais l'ergonome Michelin numéro 1 qui était là et qui m'a dit « je vais pas te laisser comme ça, raconte-moi ton truc ». Il m'a fait faire un exercice qui est, je trouve, assez utile, ce que j'appelle l'exercice des 3 minutes. Il m'a regardé, il m'a dit « tu as 3 minutes pour me raconter ton intervention ». Et là, il y a tout un travail de mise en mots à faire, de sélection, de priorisation des informations. Et c'est ce qu'au cours du M2, Christophe appelle « tu croises le directeur, et il faut que tu lui donnes maintenant des informations du truc ». Et il faut que tu priorises, quoi. Et en fait, en faisant cet exercice-là, avec son aide, du coup, il m'a dit là, dans ce que tu m'as raconté dans les 3 minutes, tu as tes 3 hypothèses.
Bon, on était déjà en mai, on est en première année, j'allais pas traiter les 3 hypothèses, mais j'en ai choisi une à traiter un peu plus. Mais en tout cas, je me suis dit, ah mais en fait, tout ce que je fais là depuis ces derniers mois, c'est pas n'importe quoi, c'est pas nul. Finalement, j'ai quand même nettement appris sur l'activité. Je connaissais l'activité des gens, vraiment. C'est juste que je savais pas quoi en faire. Et là, ça m'a donné un guide, ça m'a donné un fil rouge. Et finalement, du coup, j'ai pu me dire, OK, je vais compléter les observations pour répondre aux hypothèses. D'ici un mois, il fallait que je rende le mémoire. Autant vous dire que j'ai quand même tracé pour l'écriture du mémoire. Ça n'a rien d'un Shakespeare. Ça a été très limite pour le mémoire. Début juillet, il y avait la soutenance. Clairement, hein, on m'a dit, c'est très limite. Mais le jury a vu que ça y est, je tenais un bout et qu'il y avait l'espoir que j'arrive à comprendre quand même ce qu'on me racontait du M1. Pendant l'été, j'ai continué à construire parce qu'il fallait quand même que je fasse un rendu pour l'entreprise. Hein. C'était important de garder une crédibilité, d'aller au bout du travail, de pouvoir donner quelque chose au manager. Et puis, au cours de mon M2, j'ai continué à accompagner 2 pistes de solutions particulièrement sur cette équipe-là. Et donc, j'ai eu ce que Christophe a appelé l'été de la révélation. Et donc, en M2, finalement, après, c'était plutôt gravir la montagne. J'ai soigneusement choisi mon terrain de M2. C'est-à-dire que j'ai vu plusieurs éléments s'accumuler sur un poste, plusieurs recherches de données. On avait un poste qui était assez récent, un poste qui avait 3 à 5 ans à peu près, où il y avait déjà des problématiques de douleur qui remontaient sur les opérateurs, peu courant, surtout pas acceptable sur un nouveau poste chez Michelin, c'est pas la politique. Il y avait un projet d'ajouter des machines sur cet îlot-là. Il y avait des projets d'automatisation, robotisation, et toujours pas d'ergonome sur site. C'était moi l'ergonome finalement sur site. Et donc, c'était intéressant pour eux d'avoir quelqu'un qui puisse leur apporter des données pour alimenter les projets, et puis qui quand même leur apporte des données pour comprendre pourquoi il y avait déjà des difficultés sur un poste aussi récent. Je vais un petit peu plus vite, j'ai identifié les enjeux, etc. Ça s'est bien passé. J'ai fait, pour tout ça, pour vous dire, j'ai fait une dizaine d'entretiens avec les gens. Donc là, je me suis dit, c'est l'UM2, il faut y aller. Ça y est, j'ai à peu près compris comment ça marchait. Je ne me gêne pas d'aller chercher les gens et de leur poser les questions, quoi. Jusqu'à aller chercher le directeur pour lui dire, je pense que vous avez un avis à donner sur le sujet. Il va quand même transformer l'usine avec les projets d'automatisation, robotisation. Donc, qu'est-ce que vous attendez ? Et j'ai fait plusieurs présentations de la PIE, c'est-à-dire je l'ai présenté à mon responsable une fois, je l'ai présenté à l'ergonome coordinateur qui n'était pas sur site, qui est dans l'est de la France. Je l'ai présenté en copil, enfin en codir. Donc j'avais une meilleure compréhension des objectifs, des attendus, des étapes. J'étais plus claire pour expliquer aux gens l'intérêt de l'ergonomie pour leur usine, pour leur projet, etc. Finalement, c'était beaucoup plus facile pour moi en M2 de faire une rando de 100 km. Je ne dis pas que le M2 c'est facile, hein. Il y a des hauts, des bas, il va falloir gravir le truc. Pour tout vous dire, les travaux de groupe, tout le travail qu'il y a à fournir, c'est long, c'est difficile. Pour autant, je savais où j'allais, je savais à peu près par quelle étape je devais passer. Et ça, c'était beaucoup plus facile pour moi que de faire 1 kilomètre dans le noir, quoi. Et ça a été une vraie différence. Je me suis dit, j'ai survécu au M1 où je ne savais pas où j'allais, je vais survivre à mon M2, quoi. Pour autant, j'ai eu des difficultés, puisque j'étais pas proche des gens géographiquement dans l'usine, des gens sur le secteur sur lequel je travaillais, ce qui fait que par exemple, je pouvais pas discuter à la pause café de ce que j'avais vu, des questions que j'avais, etc. Donc la construction sociale qui est l'enjeu quand même assez énorme du M2. Il y a des choses qui ont été difficiles, que j'ai dû rattraper par la suite, qui m'ont appris pour après. Ça n'a pas été une évidence non plus. J'ai eu des difficultés à convaincre. J'ai fait mon analyse réflexive sur finalement convaincre ou persuader, ou les deux. Et puis des difficultés qui sont, je pense, propres à mes difficultés à formaliser, qui se sont également retrouvées sur mon M2 et qui se retrouvent aujourd'hui, également alors que je suis diplômée. Par contre, j'avais beaucoup plus de ressources. J'étais accompagnée par 2 ergonomes du central, enfin un du central et l'ergonome coordinateur qui étaient intéressés par le projet. J'étais accompagnée par
le tuteur école, qui était Samuel. Et puis, on avait toutes les discussions informelles, puisque la deuxième année s'est fait en présentiel, avec les collègues. À chaque fin de cours, on pouvait dire bah, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu n'as pas compris. Moi, j'ai vu ça. Tout à l'heure, il a dit ça, j'ai pas tout compris. Sur mon intervention, bah là, j'ai l'impression que je suis en retard. Et toi, comment ça se passe? Et pour moi, ça, c'était extrêmement constructif. J'avais vraiment besoin de ça. On avait toute cette entraide, je ne sais pas combien de fois, entre nous. On s'est présenté nos interventions, on s'est présenté là où on en était. On s'est dit, est-ce que tu peux m'aider sur le diapo? Est-ce que tu peux me dire, est-ce que j'ai mis assez d'activités? Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que c'est pédagogique? Jusqu'au bout, jusqu'aux soutenances, on a fait ça. Et puis, j'ai eu aussi l'opportunité d'aller à la SELF l'année dernière, qui m'a aussi permis de rencontrer des ergonomes, d'assister à des présentations, de me faire avancer dans certains concepts, et encore une fois, d'avoir ces échanges informels après les conférences. Ne vous inquiétez pas, j'ai plus beaucoup de choses à présenter. J'ai eu mon début de poste. Je suis restée chez Michelin. Par contre, je suis plus sur le même site. Je suis passée à Tours. Je suis ergonome du site, ce qui est nouveau, parce qu'en soi, j'étais seule ergonome sur le site à Vannes, mais mon responsable m'avait jamais demandé de prendre ce poste d'ergonome site en tant que tel chez Michelin, qui demande notamment la gestion du domaine, etc., de faire des plans financiers qui prévoient sur plusieurs années, etc. Tout ça, c'est de l'apprentissage encore. Je suis sur un site qui a un climat social qui n'est pas du tout le même. Il faut savoir qu'à Tours, il y a quelques années, il y avait 4000 employés. Aujourd'hui, ils sont 170. J'ai des gens qui, ça fait 30 ans qu'ils sont dans l'entreprise. Donc, ils ont vu, en fait, ils ont vécu tous ces plans économiques qui les ont rétrécis. Et du coup, ils sont très marqués par ça. Ça fait une ambiance qui est quand même assez particulière. Hein. Quand je suis arrivée, on m'a dit bah, « toi, tu es des bureaux. Et puis, si tu arrives à faire changer les choses, là, on sera surpris parce que d'habitude, ça ne change pas. » Je me suis dit, bon, alors, c'est toujours plus ou moins vrai, faut prendre la parole avec du recul. Je me suis dit, bon, ça annonce la couleur quand même pour la discussion sociale. Et puis, en fait, on m'a embauchée parce qu'ils ont une accidentologie qui est dite forte. Il faut savoir que l'indicateur d'accidentologie chez Michelin, ce qu'on appelle le TCIR, c'est le nombre d'accidents sur le nombre d'heures travaillées. Sauf qu'on est un tout petit site de 170 personnes, donc on n'a pas beaucoup d'heures travaillées. Ce qui fait que dès qu'on a un accident, l'indicateur, il est énorme. Et puis on m'a dit, je suis arrivée, on m'a dit, on a une grosse problématique là, il faut que tu t'occupes des Dalmecs, c'est la priorité. Ça nous fait une crise sociale. Je me suis dit, ah bon, mais qu'est-ce que c'est que les Dalmecs? Les Dalmecs, c'est ça. Alors, à gauche, vous avez un ancien Dalmec, et à droite, un nouveau Dalmec. Donc c'est un préhenseur de bobines. Donc c'est quasi exactement les mêmes. Et en vrai, c'est ce qui était prévu, d'acheter le même. C'est juste qu'on voulait des neufs, quoi. Sauf qu'il y a une chose qu'ils n'ont pas vue, c'est que ici, là, il y a une butée. Et vous voyez, on est dans le même sens, sauf que la butée est sur les nouveaux. Ah, pardon. Bon, bref, je ne sais pas où elle est. Au milieu, là, vous avez une butée sur l'ancien. Et sur le nouveau, la butée, elle est de l'autre côté. Ben ça change tout. Parce qu'en fait, ça veut dire que les opérateurs, ils doivent faire les choses de l'autre main. C'est comme si d'un coup, on vous demandait d'écrire de votre main qui n'est pas dominante. Et du coup, les opérateurs, ils ont dit, ben, ça ne va pas du tout, là, vos nouveaux Dalmec que vous avez achetés, il y a un certain budget, quand même, parce qu'ils en ont changé 5. Moi, je suis arrivée, ça y est, c'était déjà en place. Il y avait quand même un petit problème. C'était, ils ne tournent pas dans le bon sens, ça, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai identifié plusieurs problèmes au niveau social. Il y avait une notion de prime qui était en jeu, de méconnaissance du travail. C'est-à-dire, en gros, vous avez commandé un truc qui n'est pas dans le bon sens parce que vous ne savez pas comment on travaille. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais c'est vrai que dans un cahier des charges d'un nouveau produit, etc., une ligne qui vous dit il tourne dans l'autre, enfin, il tourne dans le sens à droite, alors que les anciens tournent dans le sens à gauche, il fallait la voir, la ligne, quand même, en fait. C'est pas évident, en fait. Donc, mes connaissances du travail, c'était plus ou moins vrai. Par contre, c'était une activité, donc là où ils ont besoin de ces trucs-là, là,
c'était une activité où on leur dit si vous le faites en tant de temps, vous touchez une prime. Sauf que les nouveaux Dalmec, là, ils étaient un peu plus lents parce qu'ils ont été plus sécurisés. Et du coup, ils n'arrivaient plus à avoir ce temps pour avoir la prime. Du coup, c'était un petit peu compliqué socialement. Donc Michelin a apaisé les choses, a dit c'est pas grave, on dit que maintenant, avant c'était 2 heures pour avoir la prime, maintenant ça sera 2h30. Donc là-dessus, ils ont réussi à apaiser les choses. Donc, Michelin était prêt à faire la transition, tant pis. Au niveau de la production, quand même, ça veut dire on met une demi-heure de plus, ça fait une demi-heure de moins à produire. Et puis au niveau santé, moi ce que j'ai vu aussi, c'est surtout qu'ils allaient passer plus de temps dans des postures contraignantes, puisqu'en fait c'est un outil qui sert à mettre des bobines sur un râtelier. Donc un râtelier, c'est des étages de bobines, et on a un étage qui est tout en bas, un étage qui est tout en haut, et que si l'outil met plus de temps à faire les choses, forcément ils passent plus de temps en bas et en haut, quoi. Donc j'ai été sur place, j'ai regardé comment ils faisaient, j'ai discuté avec eux. Déjà ça a été très très apprécié. Quand j'ai pensé avoir compris tout ce que j'ai fait, tout ce que j'avais vu, j'ai demandé à avoir 20 minutes avec les gars. J'ai dit avant d'appeler le fournisseur, j'aimerais bien que vous me disiez si c'est OK, j'ai vu tout ce qu'il fallait. Ça aussi, ça a été assez apprécié. Et puis finalement, du coup, j'ai réussi à faire revenir le fournisseur pour régler la vitesse des Dalmec. Finalement, il manquait juste une valve d'échappement rapide. Ça a largement changé la vitesse. Et puis, j'ai fait un cahier des charges pour faire changer le sens de rotation des Dalmec. Et on l'a fait faire par une entreprise extérieure. Et ça y est, le problème est résolu. Et ils en sont très contents. Et cette toute petite intervention que j'ai beaucoup moins formalisée que ce que j'aurais fait évidemment pour l'école, avec peut-être, j'ai pas tellement fait de PIE, j'ai échangé, en fait j'ai eu des réunions, etc., mais j'ai pas autant formalisé que je l'aurais fait pour l'école. Ça m'a permis de montrer, en tout cas dans cet atelier-là, l'intérêt qu'il pouvait y avoir à m'impliquer, la façon de travailler que je pouvais avoir, c'est-à-dire en allant sur le terrain, en discutant, en partageant, etc. Et en fait, tout ça, j'aurais pas été capable de le mettre en place si j'avais pas eu toutes les difficultés que j'ai eues dans le master. Et au fur et à mesure, je continue d'avancer. Le but, c'est pas de vous dire ça y est, je suis diplômée, je sais faire, parce qu'en fait, j'ai quasi la même intervention dans l'atelier d'à côté aujourd'hui, c'est-à-dire on m'a dit tu as résolu le problème des Dalmec à ZP, bien, on a un problème de Dalmec à Cap, est-ce que tu peux faire pareil, s'il te plaît? Et là, le problème, c'est que la solution technique n'est pas du tout aussi abordable et que ça va être beaucoup plus compliqué. Et que là, on me dit pourquoi tu n'avances pas? Oui, là c'est un petit peu plus tendu, donc ça met plus de temps, ça avance, mais voilà. Et c'est toujours quelque chose aussi que je privilégie énormément, c'est informel. J'ai beaucoup plus de facilité à aller toquer au bureau du manager, lui dire est-ce que tu as 2 minutes? Voilà ce que je viens de voir, voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi je ne peux pas résoudre le problème là, instantanément. Et ça, c'est hyper important pour réussir à avoir le dialogue et à emmener les gens avec nous, ce que j'ai eu plus de mal à faire dans le M2. Voilà. Et chaque intervention où j'ai des difficultés, j'essaye de relire les choses. Et donc, merci aussi de l'invitation, de me permettre de me forcer à relire tout ça. Parce qu'en fait... là où j'ai eu des doutes, là où j'ai eu des questionnements, là où j'ai eu des échecs parfois, c'est des leçons qui m'aident. Ça ne veut pas dire que je ne les replanterai pas à un moment, hein, mais c'est des choses qui m'aident à améliorer ma pratique tout le temps. Et voilà, sachez que vous n'êtes pas tout seul, que en fait, ça fait partie du métier et que c'est ça qui est aussi intéressant.